Défaillance du moteur supraluminique. Quoi? Non, 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 non. Immédiate du tunnel hyperespace. Oh, c'était donc ça. Bonjour les webonautes, ici le capitaine Ethanine à bord du VURG Eldridge. Lors de la précédente vidéo, nous étions penchés sur un phénomène inexpliqué qui a eu lieu il y a plusieurs siècles sur l'île de la Barbade. Pour ce nouvel épisode, je vous propose donc de changer un petit peu de sujet et de parler d'une légende urbaine qui perdure depuis au moins 50 ans. Ce qu'on appelle une légende urbaine, entre parenthèses ça vient de l'anglais urban legend, est une sorte de croyance populaire basée sur des faits à la véracité douteuse et établissant des théories plus ou moins farfelues sur divers sujets populaires. Pour le dire clairement, c'est une histoire à laquelle beaucoup de gens croient et qui est soit fausse, soit invérifiable. Sinon ce ne serait pas une légende. Le terme légende urbaine est assez récent puisqu'il date de la fin des années 60. Mais en réalité ce genre d'histoire ne date pas d'hier. Il y a depuis toujours, chez l'humain, une fascination pour l'inconnu et une peur de celui-ci, ainsi qu'un besoin d'imaginer un monde peuplé de monstres et de magie. De l'Antiquité, il nous reste les mythologies. Dans les années 1920, c'était le grand boom de la science-fiction, et depuis plusieurs années, les légendes urbaines connaissent un véritable essor grâce à Internet. Bref, j'imagine que plusieurs d'entre vous sont en train de se dire « Mais il essaye de nous endormir avec ses explications. Il essaye de faire passer le fait qu'il vient de nous annoncer officiellement que l'histoire d'aujourd'hui sera entièrement fausse. » Eh bien, patience, chers amis. Il est toujours difficile de démêler le vrai du faux, et ça, c'est particulièrement vrai quand on parle de légendes urbaines. Non, ce que je viens de vous annoncer, c'est que je n'aurai pas vraiment de source à citer, puisque toutes les supposées sources historiques sont aujourd'hui quasiment introuvables. C'est ce qui rend ces théories aussi difficiles à prouver qu'à réfuter. Pour cette vidéo, je me suis néanmoins procuré le livre de Cousteau ainsi qu'une revue, et je vous signalerai sur la vidéo les faits qui sont vérifiés et ceux qui ne le sont pas. Bon, après cette longue introduction, parlons du sujet d'aujourd'hui, le commandant Cousteau. Pour vous resituer un petit peu le personnage, le commandant Cousteau était un navigateur, océanographe et réalisateur dans les années 50 à 90. Il a parcouru les océans pour réaliser divers films et documentaires sur le monde marin. Si pour beaucoup de personnes de cette génération, il était une source d'inspiration et de rêverie, il est aujourd'hui admis que son impact écologique sur les lieux de tournage n'était pas si admirable que ça. Voilà pour la présentation officielle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fascination qu'il semble susciter dans les esprits. Je vais très rapidement passer sur la première histoire lue à son sujet. Le commandant Cousteau, de confession catholique à l'origine, aurait découvert que les eaux douces des rivières ne se mélangeaient pas avec les eaux salées des océans, fait que la science ne pourrait expliquer, mais qui serait écrit dans le Coran. Suite à cette découverte, le commandant se serait converti à l'islam. Toute petite parenthèse ici, quand je parle d'islam, il s'agit évidemment de l'islam des musulmans, telle qu'elle est pratiquée par des centaines de millions de personnes, et absolument pas de l'islam radical dont les médias adorent parler. Cousteau serait devenu musulman. Bref, comme je l'ai dit, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je voulais juste en parler parce que je trouvais la rumeur, disons, originale. Sachez seulement que les eaux salées et douces se mélangent très bien, que la science l'explique tout à fait. Cette théorie s'appuie sur, on va dire, une interprétation très libre des textes du Coran, et cette hypothèse a d'ailleurs été réfutée plusieurs fois, et même de façon officielle. Et enfin, sachez que Cousteau a été enterré dans un cimetière chrétien. Mais alors, si on n'a aucune preuve de ce fait, et que tout semble aller contre la théorie, pourquoi perdure-t-elle depuis des dizaines d'années? Eh bien, c'est là le pouvoir des légendes urbaines, mais on en reparlera dans la conclusion. Passons maintenant à la deuxième théorie, beaucoup plus amusante. Comme beaucoup de légendes urbaines, elle a évolué avec le temps, et de façon générale, elle a été déformée à chaque fois qu'elle a été transmise.
Je vais donc essayer de vous résumer ça de la façon la plus fidèle possible. Vous le savez, des légendes de monstres marins sont présentes partout dans le monde. Dans un loch écossais, dans des douves de châteaux, au fond des failles abyssales, on relate partout un bestiaire marin fantastique, presque aussi varié que le nombre de marins ayant parcouru ces eaux. Eh bien, l'archipel de Djibouti ne fait pas exception à la règle, et depuis toujours, on prétend que diverses observations suspectes ont pu être faites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas vraiment le but de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour résumer, la rumeur veut que lors d'une plongée effectuée par Cousteau et ses plongeurs dans le golfe du Goubet, celui-ci aurait fait une découverte particulièrement alarmante. Il aurait alors déclaré que ce qu'il avait vu était trop important pour le dévoiler à l'humanité, ou que l'humanité n'était pas prête à savoir ce qu'il avait découvert sous les eaux. Évidemment, pour des gens comme nous à l'imagination fertile et rêveuse, cette déclaration a la porte ouverte à toutes les spéculations les plus délirantes. Monstres marins, civilisations sous-marines, phénomènes paranormaux, etc. Mais ensemble, essayons d'aller un pas plus loin. Ce qui m'a poussé à choisir ce sujet, c'est le caractère particulièrement drôle de cette légende, car elle remonterait au moins à 1963, date à laquelle le commandant aurait fait sa terrible découverte. Le problème, c'est que Cousteau n'est allé dans cette région que 4 ans plus tard, en 1967. Il a écrit d'ailleurs lui-même dans son livre La vie et la mort des coraux. Avant de partir de Djibouti, ce matin, un de nos camarades a demandé quelques renseignements sur le Goubet à un plongeur local. « Ah !» lui répondit le sportif du cru. « C'est un endroit extraordinaire. Il n'y a pas de fond. C'est peuplé de monstres, ils sont capables d'entraîner dans les abîmes des lignes attachées à des bidons de 200 litres. D'ailleurs, en 1963, le commandant Cousteau y est allé avec Frédéric Dumas et ses meilleurs plongeurs. Ils y ont été terrorisés par ce qu'ils ont vu et ont préféré partir. Nous avions hâte de faire connaissance avec ce lieu terrifiant qui nous fait une réputation si peu flatteuse. » Oui, vous avez bien compris. Cousteau a appris sur place qu'il avait fait une terrible découverte 4 ans avant de venir pour la première fois sur les lieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça fantastique. C'est comme si Neil Armstrong avait appris en 1969 qu'il avait lui-même découvert des extraterrestres sur la Lune en 1965. Bon, après le démenti fait dans ce livre, on pourrait raisonnablement imaginer que la rumeur ait disparu. Eh bien pas du tout. En 1987, un chroniqueur aurait déclaré sur France Inter qu'un monstre ressemblant à une raie géante habiterait dans ces eaux, et que les populations locales lui sacrifieraient des chameaux vivants tous les ans. Évidemment, on n'a aucune trace d'un tel rituel dans l'histoire locale, et l'allégation sera démentie quelques semaines plus tard dans le Calypso Log numéro 63. Et pourtant, en 1997, un médium serait rentré en contact avec le commandant défunt sur un plateau télé, et celui-ci aurait confirmé l'existence du monstre. Un an plus tard, en 1998, la revue Le Journal du Spirit rappelait les paroles du médium et présentait le témoignage d'Alain Tournier, un militaire prétendant avoir été à Djibouti au moment des faits et réagissant au dire du Spirit dans l'émission. D'après M. Tournier, Cousteau avait déclaré à Djibouti que le monstre était bel et bien réel et que la vérité serait diffusée après sa mort. En outre, un de ses collègues, lui aussi présent au moment des faits, aurait été témoin de l'expédition et aurait également vu une énorme tache sombre se déplacer sous l'eau alors qu'il survolait le golfe du Goubet. Enfin, une des versions les plus récentes, hormis celle relayée sur internet, daterait de 2001 et serait parue dans un article du journal Le Monde de l'Inconnu. Selon cet article, en 1995, un homme nommé Stéphane Swirog aurait avoué que le commandant avait procédé à une expérience en plongeant une carcasse de chameau dans une cage dans les eaux de Djibouti. La cage serait ressentie complètement broyée. Cousteau aurait alors effectué sa fameuse plongée. Cette version de l'histoire place l'événement fin 70 début 80, soit 20 ans après le passage de Cousteau à Djibouti. Alors pourquoi cette légende urbaine existe-t-elle toujours et est-elle régulièrement postée sur de nombreux sites ? Pourquoi une théorie démentie des dizaines de fois, et notamment par les personnes concernées, continue-t-elle de se propager ? Comment une histoire peut-elle prétendre à une découverte faite 20 ans après ou 4 ans avant le réel passage de la personne sur les lieux ? Eh bien, c'est là la puissance des légendes urbaines. Elles sont fausses, elles sont improbables, elles sont infondées, mais elles sont répandues.
Ajoutez à ça le fait qu'elle se combine souvent avec une théorie du complot. Vous le savez, on vous cache des choses. Et vous avez un mélange tenace à souhait. Plus que la vérité, les gens veulent de l'inexpliqué et du fantastique. Je n'ai, personnellement, aucun problème avec ce genre d'histoire qu'on raconte pour se faire peur. Du temps que les gens qui les lisent ont assez de recul pour s'apercevoir qu'il ne s'agit là que d'une histoire purement inventée. Mais c'est rarement le cas, et c'est pour ça que cette rumeur refait surface, c'est le cas de le dire, périodiquement. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, on aura sans doute l'occasion de reparler de légendes urbaines sur cette chaîne. N'hésitez pas à faire vos remarques ou à poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des amis amateurs de ce genre d'histoire, partagez-leur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, ensemble, allez un pas plus loin. Bien. Il me semblerait que nous ayons à faire un petit détour. Mais après tout, ce n'est pas la destination qui compte. C'est le voyage. Stands on golden sands and watches the ships that go sail